Mesdames et messieurs les jurés, Madame la présidente du tribunal, je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier, qui est de défendre, et ma condition d'européenne, pour ne pas plagier Gisèle Halimi. Aujourd'hui s'ouvre le procès de ma cliente, l'Europe. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants. Usage d'armes à feu, trafic d'armes, criminalité organisée. La vie de ma cliente a basculé quand la partie adverse vous a dressé son portrait sombre. Elle est devenue guerrière aux yeux de la société. Elle est devenue ce monstre sans foi ni loi qui ne respectait pas ses engagements de paix et de fraternité. Mais qui avez-vous réellement devant vous? Une personne de confiance, attentive, travailleuse, pacifique, inspirante et forte. Ma cliente n'a en effet pas un casier judiciaire vierge concernant l'utilisation des armes à feu. Son passé lui fait du tort. Il y a eu des guerres et des conflits mondiaux, un passé colonial empreint de violence, des contraintes de désarmement pour certains pays. Et elle ose se targuer d'être un vecteur de paix, me direz-vous? Mais ici, nous faisons une justice au présent, pour des faits réels et avérés. Juger sur le passé, c'est encore promouvoir la justice punitive à la justice de réinsertion. L'Europe n'a-t-elle pas appris de ses erreurs? Dans ce procès, mes adversaires ne sont en réalité pas la partie civile et l'avocat général. Mon plus grand adversaire est ma propre cliente. Avec la guerre en Ukraine, elle ne vous a en effet pas montré que son comportement était irréprochable. Mais il y a là une nuance que monsieur l'avocat général a voulu effacer. Non, je ne plaide pas pour une Europe des armées. Je plaide pour une Europe avec une armée. La multiplication des conflits et le renforcement des armées nationales n'est que le reflet d'une délinquance nationaliste et populiste, avide de territoire et de pouvoir. La volonté de coopération a toujours été là, mais les idéologies étaient différentes. Désormais, face à la Russie, un enjeu prioritaire se dessine. Condamner l'Europe, c'est condamner ses efforts à enfin avoir réussi à trouver une direction commune. Mesdames et messieurs les jurés, allez-vous oser blâmer quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour essayer de s'en sortir? S'il faut se réarmer pour faire face à un ennemi plus grand, alors je clame haut et fort la nécessité de légitime défense. Armée pour se protéger, armée par sécurité, la défense est un droit et j'en suis la preuve. Condamnons-nous une mère qui protège sa famille, quel qu'en soit le prix, à la perpétuité? L'impossibilité de revoir ses enfants, ceux pour qui elle a fait tous ses sacrifices? Les casques bleus sont la preuve même que l'on peut se battre pour la paix et constituer une armée. La partie adverse évoque la nécessité de proportionnalité pour justifier le recours à la légitime défense. Nous aurions pu avoir recours, je cite, aux sanctions économiques, cette épée de Damoclès au-dessus des pays. Métaphore assez ironique de la partie adverse de faire référence aux armes blanches. Mais voulez-vous que je vous explique la réelle cause de notre présence ici? Quoi qu'en disent nos adversaires, non, ce n'est pas dans un souci de paix et de fraternité. Ils se cachent derrière ces valeurs car ils ont peur d'une Union européenne indépendante militairement. C'est un immense marché en moins pour eux. La raison n'est donc que purement économique. Je m'en remets aux pièces du dossier sur les budgets militaires. Enfin, ne trouvez-vous pas que ce dossier témoigne de la volonté de réprimer un climat d'escalade des tensions où tout ce que nous croyons stable peut disparaître en un claquement de doigts? Mais sommes-nous ici pour faire le procès d'un contexte international de réarmement ou bien de ma cliente? L'Europe s'est battue pour nos libertés, aujourd'hui je me bats pour la sienne. Oui, l'ADN de ma cliente a été retrouvé sur l'arme de la force de l'unité. Oui, son seul tort est d'avoir été et d'être un vecteur de paix et de pacifisme. Non, l'Europe n'a pas failli à ses devoirs. Derrière cette logique de réarmement, il y a cette idée de coopération. Monsieur Zelensky est venu à la barre témoigner
Comment arrêter cette guerre? La plupart des réponses sont entre vos mains. Vous savez qui est le coupable. Alors, au nom de la légitime défense, au nom de l'assistance à personne en danger et au nom de la paix, je demande l'acquittement de ma cliente. Je vous remercie. Oui. On se demandait au sein du jury quelle était la règle si vous défendiez l'armement, enfin c'est ce qu'on a compris, hein, l'Europe armée ou l'Europe désarmée. Donc est-ce que vous pouvez peut-être préciser ça? C'est pas une question, c'est juste une précision. En fait, c'est pour la finale, il n'y a pas de positive et de négative. On doit construire un discours sur le sujet. C'est ça. D'accord. J'ai pas de questions parce que je crois qu'on était un peu sous le charme. Hein, et on trouvait cette. Pourquoi vous placez l'Europe dans un tribunal, enfin, comme un objet de justice? Parce que la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai vu le sujet, c'était une question sur les armes, et les armes sont facilement reliées au crime, et donc je me suis dit que placer l'Europe déjà comme un individu, comme une personne, c'était intéressant pour l'avoir en personnage et comprendre son identité, qui elle était réellement et pourquoi, et puis juger par son passé, puisque humaniser une personne, c'est ce qui est fait dans un tribunal pour comprendre sa défense. Et là, pour faire la défense de l'Europe, je trouvais important de l'humaniser. Deuxième question, vous voulez être avocate? C'est un de mes projets, oui, c'est aussi la deuxième raison. Merci. Pas grave. Cher jury, cher public, mesdames et messieurs, longtemps avons-nous délaissé l'idée d'une Europe armée. Des débats ont duré au Parlement, au Conseil, dans les États, sans jamais rimer à rien. Alors, laissez-moi donc l'espace d'un instant, cher jury, cher public, l'opportunité d'en faire rimer quelques-uns. Loin de moi l'idée de penser en des termes dénaturés notre union. Nous sommes, il me semble, les héritiers de belles idées, de Kant, de Nietzsche, de Cicéron. Mais que feriez-vous si un jour, les gouvernements de vos pays, vous disaient « armons-nous ensemble ». Armer l'Europe, cela, après tout, ne serait-il pas le moyen de désarmer des États qui se dissemblent? Cela ne serait-il pas le moyen d'instaurer, au prix d'un équilibre des terreurs, un esprit pacificateur? Pensons à Ursula von der Leyen et ses amis. Que fut le comportement de ces puissants dirigeants insoumis face à l'entreprise que d'armer des hauts gradés pour protéger notre bannière étoilée? Lors de la crise ukrainienne, qu'ont-ils fait? Ursula, face à une Europe pieds et poings liés dans son siège, prit ainsi le parti de faire livrer des armes aux Ukrainiens assiégés. Déboussolée alors fut l'Europe entre ses volontés pacifistes et ses sentiments pro-zélinskistes. Déboussolée entre les gros bras de l'OTAN, liant son destin à elle et ses ennemis russes, biélorusses, au Levant. Et dans ce fratras, livrer des armes, se sont dit certains, après tout, pourquoi pas? Mais le sujet de nos responsabilités se pose, et la question d'une vraie armée revient à nous comme une névrose. L'idée, aujourd'hui encore, je vous le concède, semble tentante. Mais armer l'Europe, après tout, pourquoi faire? Pour se protéger, comme à l'époque de l'Entente? Pour dicter nos lois, dans l'air, sur terre et sur la mer? Mais quelle étrange intonation guerrière! L'Europe n'en a-t-elle pas fini de faire la guerre? Une armée, pourquoi faire? Pendant que le monde entier ramène la coupe à la maison, l'Europe, elle, préfère donc mettre le monde sous sa coupe? N'est-elle pas lassée, enfin, des bains de sang, incessants mouvements qui finissent toujours par menacer l'avenir de ses enfants? Il a existé dans notre histoire, qu'on me l'accorde, des moments de paix véritable, de concorde, des moments redoutables. Je vous parle d'un monde que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître,
Un monde sans Michel Drucker, un monde qui était en guerre et vu pousser partout des appels entre mortels adversaires. Un monde où l'armée européenne, comme nationale, avait commencé à déposer les armes en criant au scandale. Plusieurs fois dans notre histoire, nous rencontrons ces moments où les États, les soldats, ont décidé de faire tomber les armes de leurs bras. En 1917, pendant la guerre, combien de soldats se sont mutinés contre leur chef, fatigués de se faire mutiler par des aéronefs? Combien de cris pour la paix des pacifistes après la guerre, avant que leur pays ne lie leur destin en menaçant d'appuyer sur le bouton nucléaire? Aujourd'hui, désarmés face à l'idée de rentrer en guerre, les États, pris d'un étrange élan suicidaire, veulent s'armer en prétendant « cette fois c'est la dernière ». Mais moi, jeune Européen, petit tribun, devant vous je m'humilie et je m'associe contre cette folie. N'armez pas ce qui un jour devra être désarmé. Ne menacez pas ce qui un jour devra être réparé. Ne détruisez pas ce qu'il y a longtemps, nos ancêtres ont protégé. La paix, c'est notre union à tous. C'est notre espoir et notre possible libération. Les armes ne protègent pas de tout, au contraire, elles détricotent pas à pas les avancées de notre union. Et donc, qu'on se le tienne pour dit, préparer une grande armée, quand bien même européenne, c'est appeler à la guerre. Et c'est l'appeler, selon moi, de ses vœux les plus chers. Je vous l'avoue, ce qui m'effraie le plus, après tout, c'est que la guerre vienne un jour sur nous. Et comme disait Jaurès, j'aime la vie. Moi, comme lui, j'aime la vie et rien d'autre. Et j'ai parfois peur qu'on me l'ôte. Préparez la guerre, enfin, pour éviter la paix. Civis para bellum, nous dit le latin. Moi, je dis, préparons la paix, pour la paix, et pour nos lendemains. Et ce faisant, cher jury, cher public, méfions-nous ensemble de ces idées qui ne riment à rien. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Bravo, je suis très impressionné par toutes les prestations que je vois. Pourquoi avez-vous fait le choix de rime? Y a-t-il un sens particulier au-delà de l'exploit que ça représente, hein? Alors, Violette disait tout à l'heure, j'aimerais bien devenir avocate. Moi, j'aimerais bien devenir écrivain. Donc déjà, ça m'aide. Et ensuite, bon, ça vous choque? Bah, oui. Bah. Et la deuxième chose, c'est j'avais lu quelque part, alors je prévoyais de l'utiliser, mais je ne l'ai pas utilisé finalement. J'avais vu une expression qui disait la paix, c'était un poème. Et c'était un poème qui défilait comme ça en faisant des Alexandrins, etc. Et du coup, m'est venue l'idée d'essayer de déclamer, du coup, parce que c'est bien ça dont il s'agit, une idée face à des propositions qui sont intéressantes comme l'Europe désarmée, etc., dans un contexte particulier, de déclamer une idée au-delà des débats, des appréciations géopolitiques, politiques qui sont intéressantes, mais qui manquent un peu d'un côté humain, peut-être, quand on parle de ces questions. Donc voilà. Merci beaucoup. Monsieur Wasserman, qui n'a pas pu nous rejoindre au début, va nous adresser quelques mots avant de donner le résultat des délibérations du jury. Merci beaucoup Fabienne. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi d'être là ici avec vous. Je m'excuse de n'avoir pas pu assister à l'ensemble de vos prestations. Alors, je me présente, je m'appelle Sylvain Wasserman, je suis vice-président de l'Assemblée nationale et ça me donne la chance de voir beaucoup de tribuns s'exprimer. Alors j'ai fait 248 perchoirs. Vous savez, le perchoir, c'est cet endroit avec ce fauteuil qui date de Napoléon III, dont on assiste et dont on préside les débats de l'Assemblée nationale. Et quand on monte les marches du perchoir pour aller présider à ces travaux, d'abord on se sent un peu comme un arbitre qui rentrerait sur un terrain de sport. Et on a la chance d'être au plus près des tribuns, un petit peu au-dessus d'ailleurs, des tribuns qui livrent leur discours à la représentation nationale. Et dans ces 248 perchoirs que j'ai eu, travaux que j'ai eu la chance de présider, j'ai vu beaucoup d'orateurs se succéder.
Et je dois dire que les deux prestations que j'ai vues aujourd'hui sont vraiment dans le très haut niveau de ce que j'ai pu constater dans ces 248 perchoirs. Et je crois que beaucoup de députés seraient heureux d'avoir le talent qu'on a vu aujourd'hui, parce que je le dis vraiment sans flagornerie, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était des très beaux moments de prise de parole. Et je vais donner quelques commentaires relayant les propos et les réflexions qu'on a pu avoir avec le jury avant de vous donner nos conclusions. Je vais parler d'abord de la prestation de Violette. On a trouvé l'idée d'un plaidoyer, d'un procès, dans cette logique un peu d'anthropomorphisme, où on donne à l'Europe, on la personnalise, très habile, y compris dans les jeux entre les propos relatés du procureur et les propos de la défense, qui permettaient de construire une argumentation, et on a trouvé vraiment ce choix pertinent, fin, habile, et je crois que c'était une idée extrêmement audacieuse, mais qui apportait beaucoup à cette idée de confrontation des idées pour en faire la synthèse et pour défendre la thèse qui était présentée. On a souligné également, c'était un point de Fabienne, un point important, sur la musicalité de votre prestation. Vous avez magnifiquement joué avec les silences, avec l'accélération des rythmes, et je crois que c'était extrêmement bien pensé et dit. Et je crois que c'est quand le fond du discours et la forme sont aussi bien en harmonie, eh bien ça donne une efficacité du propos absolument remarquable. Lucas. Alors Lucas, on a été aussi très impressionnés. Vous avez un certain exploit en parvenant en parvenant à faire, je crois, par la forme, le soutien du fond, avec cette idée que j'imagine, si vous avez défendu la thèse inverse, vous n'auriez peut-être pas choisi ce mode poétique, puisque le poème, et c'est pour ça c'était l'objet de ma question, vous associez cette idée de rime et de poésie à la notion de paix, et donc évidemment il y a une certaine, là aussi, harmonie entre la forme et le fond du propos que vous soutenez. Donc au-delà de la performance hein, sur la plume et sur la façon dont vous l'avez écrit, il y avait une profonde harmonie, et c'était encore une fois l'objet de ma question, entre la forme que vous avez choisie et le fond de votre propos. Alors il était probablement plus, là je dis à titre personnel, moins dans l'argumentation, plutôt que dans la confrontation des idées dont vous faisiez l'écho, et plus dans l'idée, la force de l'idée que vous portiez. Il y a eu deux petits points techniques qu'on a pu souligner, mais enfin qui étaient mineurs. Et donc c'était là aussi une prestation remarquable dans tous les sens du terme. Alors du coup, le jury était confronté, et vous le comprenez en m'écoutant, confronté à une situation impossible, c'est de faire un choix. Choisir, c'est exclure. Et donc évidemment, on ne s'est pas dérobé. On aurait pu... mais on a innové. Voilà. Pas dérobé, mais on a innové. Donc on a choisi un premier prix et on a tout de même considéré qu'il y avait un deuxième prix. Grâce au Conseil de l'Europe. Exactement, et on va le dire. Donc le premier sera effectivement le stage et 500 €, qui était le schéma prévu. Et le second aura un stage, grâce à M. Hubert, parce que nous avons souhaité saluer vraiment et très sincèrement vos deux performances. Ceci étant dit, je vais maintenant vous donner les résultats. Donc nous avons à la fois à l'unanimité, à la fois avec des échanges, considéré que le premier prix irait à Violette.
tout juste après René Lucas pour son excellence. Je voudrais donc conclure au nom du jury en vous tirant un vrai coup de chapeau. Je vous garantis que j'ai lu beaucoup de discours et que cela était parmi les meilleurs qui m'ont été donnés d'entendre. Bravo à vous deux.